Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette session aujourd'hui où on va donc parler du PXM, donc buzzword ou bien réalité. Il y a beaucoup de choses sur le sujet, un petit peu partout sur Internet, même sur les différents sociétés, sur les différentes sociétés qui sont là aujourd'hui. Beaucoup parlent également de ce thème-là. Alors, peut-être déjà en guise d'introduction, je suis donc Michael Pluchon, je suis donc un consultant solution chez Stibo System. Donc, Stibo System est un éditeur de solutions MDM, Master Data Management, donc les données référentielles dans l'entreprise. Je travaille dans ce milieu-là depuis très très longtemps maintenant, ça fait plus de 20 ans, je crois, que je suis dans ce milieu-là. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, pour paraphraser un célèbre breton. Un petit peu par hasard, et j'ai donc travaillé pour différents éditeurs ces 20 et quelques dernières années. Donc, j'ai également participé à plusieurs projets d'implémentation, PIM, MDM, voilà, donc j'en ai vu quelques-unes. Donc, ce thème PXM, eh bien, on le retrouve un petit peu à toutes les sources. On va retrouver un petit peu tout. Il y a du PXM, du DXM, du CXP. Voilà. Pour être simple de vous perdre, on va mettre à tous les coups un X quelque part parce que c'est la mode. Il faut absolument en parler. Et également, voilà, il faut faire le buzz, il faut suivre les tendances du moment. Alors, voilà, la tendance du moment, c'est il faut absolument être dans le coup et suivre le rythme. Il y a quelqu'un chez vous, il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas entendu parler du PXM pour l'instant? 3, 4? Ça fait déjà une large minorité. Donc, ça veut dire que les personnes qui travaillent dans le marketing chez nous font très, très bien leur job. Donc, ils communiquent beaucoup sur le sujet. Alors, le PXM, c'est quoi? Eh bien, si on prend déjà ces 3 lettres-là, c'est le Product Experience Management. J'ai vu beaucoup de choses sur le sujet. Au départ, ça m'a un petit peu surpris parce que quand on a vu le mot apparaître, il y a également beaucoup de gens qui se sont engouffrés dans la brèche et qui se sont dit, nous aussi, on va communiquer sur le sujet. Et tout de suite, les éditeurs se sont dit, nous aussi, on va le faire. Et j'ai vu les présentations, ce n'est pas des blagues, où certains éditeurs disaient, mais voilà, le PXM, c'est ça. C'est-à-dire que si vous, chers clients, vous avez besoin d'une solution de PXM, il vous faut une solution qui sache faire tout ça. Une solution qui sait faire du PIM, du Product Information Management, du CMS, du Content Management. Il faut qu'il y ait un petit peu de DAM parce qu'on a besoin d'images, on a besoin de vidéos, le DAM, Digital Asset Management. Oui, il y a plein d'acronymes. Et puis, il vous faut également une solution d'e-commerce. Donc voilà, en fait, c'est ça. Le PXM, c'est une solution fantastique qui sait tout faire. Voilà, donc qui fait un petit peu papa-maman, comme on dit, et c'est une solution fantastique. Alors, les solutions qui font tout, on en a eu par le passé. Vous vous souvenez, moi, quand j'étais enfant, on me montrait des voitures comme ça, on me disait, c'est pas ce truc, c'est la voiture bateau. Le matin, je ne sais pas si j'ai besoin d'un bateau de ma voiture, j'ai la voiture hybride, la voiture qui sait très bien naviguer, mais également qui va sur la route. L'autre fausse bonne idée, vous la connaissez aussi, à l'école, tout le monde en voulait une, la montre calculatrice. Elle est morte elle aussi. C'est pareil, c'était la panacée dans les années 80-90. Donc, maintenant, elle a été tuée par une autre idée. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre un PC dans un téléphone. Et voilà, elle est morte de sa belle mort. Donc voilà, le PXM, c'est pas ça. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en fait dans les prochaines minutes. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui arrive en vous disant, pour faire du PXM, il vous faut une solution unique qui sait tout faire, ce n'est pas l'objectif du tout. Parce que vous allez peut-être trouver des solutions qui vont faire un petit peu de chacune des choses qui sont ici, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, le PXM, ce n'est pas ça. Alors, finalement, c'est quoi? Eh bien, il faut commencer par une chose. Le PXM, il a un objectif, c'est la personnalisation de l'expérience produit. L'expérience produit, eh bien, elle va être très diverse. Elle va être, si on prend par exemple ce schéma que j'aime bien, qui explique en fait le cheminement d'une personne qui se lève le matin, qui va écouter une publicité à la radio ou à la télévision, qui va ensuite rechercher un produit sur Internet, se renseigner, qui va en discuter éventuellement avec des amis. J'ai vu la dernière montre pour faire
pour mesurer le rythme cardiaque, par exemple. On va rechercher sur un site en ligne et puis éventuellement, on va l'acheter, ce produit. On va également le réceptionner chez soi, on va se faire livrer. Ou alors, on peut même le retourner en magasin si on n'est pas satisfait. Et la journée typique d'un consommateur, eh bien, ce sont autant de points de contact entre votre client et le produit. Et c'est justement pour tous ces différents points de contact qu'on va avoir besoin d'une expérience produit unique, ou en tout cas une expérience produit sur laquelle vous allez essayer d'avoir le plus d'influence possible, pour être certain que lorsqu'on vous recherche un produit sur Internet, on a bien le même contenu que celui qu'on retrouve dans le magasin ou alors sur le site en ligne. Tout ça, ça fait partie de l'expérience produit que va en fait suivre votre consommateur. Alors ça, c'était la vision simplifiée, j'allais dire. Le vrai problème, c'est que vous, en tant que producteur de données, par exemple, si vous êtes aujourd'hui amené à communiquer sur un produit, c'est qu'on a en moyenne 80 canaux qui sont adressés. Ça paraît énorme. Ce chiffre, il vient d'un de nos partenaires avec qui on travaille, chez Stibo System, qui est la société For You New Customer. J'ai repris leur slide ici que je trouve très intéressant. Ils ont également listé, je crois, 150 ou 160 canaux de publication. C'est très largement sous-estimé. C'est-à-dire que dans un projet, lorsque vous faites du PIM, par exemple, on va peut-être dire, ben voilà, dans mon projet, j'aimerais bien adresser une communication qui va partir sur mon site e-commerce, sur un catalogue papier, sur éventuellement un autre site e-commerce. On va en identifier 3 ou 4. Maintenant, la réalité, ça va bien au-delà de tout ce chiffre-là. Et ces 80, c'est une moyenne qui a été donc calculée par... sur différents types de produits, sur différents types de sociétés. Alors, forcément, ça va compliquer la tâche parce que si je dois en fait contrôler cette information sur autant de canaux, il va falloir bien se préparer. Alors, la situation, et j'ai repris également ce slide, on voit en fait que ce n'est pas nouveau. Cette problématique de communiquer sur différents types de médias, sur différents types de modes de propagation de l'information, ça existe depuis des siècles. À l'époque, on vendait un produit sur un marché, on le vendait sur une étale, on le vendait sur une foire, on le mettait directement dans sa boutique. Ensuite, sont arrivés un petit peu plus tard, au cours du 19e siècle, les journaux papier qui sont répandus. Donc, on a commencé à faire de la publicité dans les journaux papier. Aujourd'hui, on voit en fait que le nombre de canaux est devenu exponentiel pour les sociétés. Et donc, forcément, cette expérience produit, la communication sur le bon contenu pour le bon client, ça devient une vraie problématique. Alors, ce diagramme, on va dire, on va remettre une couche. Vous pensiez que c'était compliqué, c'est encore beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était en fait uniquement ce petit carré qu'on appelle en fait les couches d'exposition de la donnée. Et le petit schéma qu'on avait vu tout à l'heure, il nous montre en fait uniquement le cheminement de notre utilisateur sur les canaux que nous connaissons en tant que producteurs de données. C'est-à-dire que je suis en mesure de dire, je produis des newsletters pour mes clients, j'ai un site web, j'ai un magasin en ligne, j'ai un magasin physique dans telle ou telle ville. Ça, c'est ce que je suis en mesure de maîtriser, moi, en tant que producteur de données. Le vrai problème, c'est que mon client, il n'est pas attaché uniquement à ma marque. Il va aller voir les concurrents qui, eux aussi, ont une expérience produit qui est différente. Ils vont aller voir également d'autres canaux que je ne connais pas encore. Donc, finalement, c'est toute la complexité en fait, de cette chaîne d'information autour du produit. Car quand je recherche une montre cardio, par exemple, pour faire du jogging, je ne suis pas obligé d'aller voir Monsieur Polar ou Monsieur Apple. Il y en a plein d'autres sur les marchés. Je peux aller voir Fitbit et autres. Et tous ont une manière de communiquer très différente. Alors, c'est quoi finalement le PXM? C'est aussi créer un attachement singulier à votre marque. Ça, c'est le rêve de toute entreprise. Quand on voit les queues énormes devant les magasins Apple à chaque fois qu'il y a une nouvelle release de produits, eux, ils n'ont pas de souci à se faire. C'est-à-dire qu'ils ont des canaux très simples dans la communication. Ils ont leur keynote une fois l'année. Ils ont leur magasin avec leur logo. Ils communiquent ils vendent sur quelques plateformes très limitées. Justement, et c'est, on va dire, c'est le summum pour une entreprise, arriver à ce niveau-là où les gens ne s'occupent même plus du contenu finalement, ils achètent
à l'aveugle. Alors, quelle stratégie adopter maintenant face à cette difficulté que l'on a ici? Eh bien, il y a des méthodes, par exemple, pour pouvoir bien cibler ce que l'on veut faire pour du PXM. Et ça reprend un petit peu cette idée donc, que l'un de nos partenaires, ici, For You Your Customer, a mis en place dans ses projets, qui est de jouer avec des canaux sur une carte. Alors, on va retrouver les 160 canaux dans ces cartes. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de prioriser tout ça. Parce que c'est évident, on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire la première journée, on ne pourra pas tout faire dans un premier lot, dans le premier projet. Donc, on va cibler les canaux qui sont importants. Alors, pour le faire, on peut tout simplement prendre une carte et positionner les cartes, donc nos canaux de distribution, en disant ça, c'est un canal de distribution, par exemple, qui est extrêmement bien développé pour nous, ou en tout cas, la perception de nos clients, par exemple, sur notre site web, est plutôt bonne. On a énormément de contenu. Par contre, je ne sais pas, sur mon catalogue papier ou autre, on a très, très peu de contenu. Donc, essayez déjà de voir un petit peu où on est aujourd'hui. Ce que l'on peut également faire, c'est analyser donc, la phase de cycle de vie des canaux utilisés pour atteindre les clients. Ce qu'on entend par là, c'est on va essayer de mixer en fait, les différents domaines de compétences, produits, clients et les transactions. En ciblant, par exemple, quels sont donc les clients qui s'intéressent à un produit, quelles sont donc les fréquences d'achat d'un produit par rapport à un client. Est-ce qu'on a beaucoup de retours sur un produit, par exemple? Ce qui supposerait qu'on a une mauvaise expérience produit sur ce type de produit-là. Et là, du coup, on va s'orienter vers un bad buzz sur ce type de produit-là. On va essayer forcément de cibler ceux du centre, ceux qui sont typiquement très régulièrement achetés, commentés, marqués sur les sites par nos clients sur un certain type de produit. Si vous avez une base de 500 000 produits, il est très improbable que vous soyez en mesure d'avoir une communication parfaite sur tous ces 500 000 produits, mais plutôt cibler ceux qui sont intéressants. L'autre point important pour la stratégie de mise en place, c'est regarder ce que fait la concurrence. Ça aussi, on a l'habitude de vivre très souvent dans sa bulle. On va surtout voir ce qu'on sait faire. On oublie très souvent que le client, il n'est pas abonné. Sauf si vous êtes un aficionados de Apple et vous ne vous regardez que les produits d'Apple. Mais très souvent, les clients, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils vont aller voir ce que font les autres sur ce même type de marché. Donc, vous aussi, il faut que vous preniez cette initiative et voir comment ils communiquent sur Instagram, sur Facebook, sur différentes plateformes et voir si vous pouvez vous inspirer de ce que font les concurrents. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez fait votre listing, eh bien, il va falloir prioriser tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des canaux que vous ne pourrez pas passer à côté. Aujourd'hui, si vous vendez des appareils électroniques, je pense que c'est très difficile de ne pas passer par des sites marchands type un Amazon, un boulanger, un Fnac, Darty, par exemple. Il faut être en contact avec ces gens-là. Et puis, donc voilà, donc vos canaux, vous allez pouvoir également, de cette manière-là, créer une map des choses qui sont importantes à faire, la manière dont vous allez pouvoir approcher le client sur ces différentes étapes. Alors, une méthode pour valoriser les produits et mieux vendre. Alors, il y en a plusieurs, bien sûr. Déjà, on va essayer de contextualiser l'expérience produit. Alors, contextualiser, la liste est très, très longue des choses qu'on peut contextualiser. J'ai fait le choix aujourd'hui de focaliser uniquement sur 3 aspects. La première, c'est la connaissance du client, savoir qui il est. C'est forcément quelque chose d'extrêmement important. Les canaux préférés, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller communiquer sur Instagram si personne va rechercher des produits sur Instagram, c'est une perte de temps phénoménale. Donc ça, c'est important. J'ai mis également un petit warning. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine complexité qui est arrivée avec la GDPR. C'est-à-dire que l'utilisation des cookies et des données des clients est soumise à une législation très forte. Donc ça fonctionne plutôt bien si vous connaissez vos clients, si c'est des clients qui sont déjà enregistrés, qui sont logués dans le système. Vous pouvez tout à fait suivre et connaître ses préférences, la fréquence d'achat, le type de produit qu'il a l'habitude d'acheter. Ça suppose, par contre, et c'est là la solution, la mise en place d'un outil approprié. Parce que ce PXM, vous allez le comprendre,
Ce n'est pas un produit en soi. C'est plutôt une philosophie et une approche. Donc là, l'outil qui va vous aider justement à mieux cibler et mieux connaître vos clients, bah, c'est des outils de type MDM, CXP par exemple, hein, qui sont justement faits pour avoir une vision 360 sur ce client. Être certain que les informations qu'on a collectées sur la plateforme e-commerce ou bien dans notre CRM ou bien dans notre ERP, bah, ce sont bien les mêmes et qu'on n'a pas de Jean Dupont qui sont finalement les mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client de recevoir 3 fois le même catalogue dans sa boîte à lettres, par exemple. J'en reçois régulièrement. Donc, a priori, la Redoute, ils n'ont toujours pas compris que ma femme était mariée, par exemple. Donc, elle reçoit toujours les catalogues en double et en triple. Alors, bah, le respect du client, c'est aussi de lui adresser le bon message dans sa langue. C'est-à-dire que la traduction, c'est aussi quelque chose qui est très souvent sous-estimé. J'ai fait une bonne partie de ma vie professionnelle à l'étranger, en particulier en Allemagne, où le marché allemand est très tourné vers l'export. Et même les sociétés qui sont de taille petite et moyenne ont cette culture-là de remplir très rapidement du contenu dans d'autres langues et adresser d'autres marchés. En France, on a un petit peu plus, on va dire, il nous faut un petit peu plus de temps on a plutôt l'approche inverse, c'est-à-dire on va d'abord essayer d'adresser le marché français et puis ensuite on ira voir si on peut faire quelque chose éventuellement outre-Rhin ou bien de l'autre côté de l'Atlantique. On a également souvent recours, et j'ai vu ça récemment dans la société dans laquelle travaille ma femme, où ils avaient des soucis de traduction, ils avaient fait ça à la va-vite, et ils se sont rendus compte qu'un de leurs, je crois, un des produits qu'ils vendaient en Allemagne depuis, qui était dans le top 10, c'était en fait traduit comme un étui peignant. Alors, je ne sais pas qui avait traduit ça, et peut-être qu'il y a eu beaucoup de clients qui ont été déçus quand ils ont reçu leur produit après, mais là aussi, ça peut être un vrai problème pour votre société. N'hésitez pas à investir dans votre traduction de contenu. Il y a des sociétés qui le font très, très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté l'outil adéquat pour cette partie de la PXM, c'est faire appeler, on appelle ça des third parties, hein, des solutions externes, des agences de traduction. Voilà, il y a des spécialistes dans tous les métiers, faites leur confiance. Et puis finalement, adaptez-vous à lui en utilisant son canal d'achat à bon escient, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir bien sûr des outils qui sont en mesure de publier ce contenu. La publication du contenu, ça suppose forcément aussi d'avoir à disposition un outil qui est en mesure de livrer sur ces différents canaux. Vous pouvez, et ça aussi, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle tendance de dire cette information produit, donc on ne veut pas forcément la restreindre à une application, dire est-ce que c'est dans un MDM, un PIM, dans un CMS. Le seul vrai problème, c'est qu'à chaque fois, on va mettre ça dans une boîte. Le DAS, c'est le Data as a Service, encore un acronyme, hein, pour vous en remettre une bonne couche. Le DAS, c'est justement de dire l'information, elle est disponible pour tout le monde à chaque instant où vous soyez. Parce que justement, quand je suis en boutique, quand je suis en ligne, quand je fais une recherche sur Google, je veux avoir le même contenu. C'est une autre approche, une approche très digitale, très data, qui ne répond pas à tout, mais à une petite partie de cette problématique. Comme chacun des outils que vous allez retrouver ici, ils ont tous en fait leur rôle à jouer. Alors, comment enrichir et personnaliser l'expérience? Eh bien, moi, je préconise très clairement l'utilisation d'outils adaptés. Alors, pour chacun des cas d'usage qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire que l'expérience produit, elle est très différente à chaque fois, hein. On va avoir d'un côté, par exemple, des photographies, des vidéos qui vont servir à illustrer un produit. Eh bien ça, il y a un outil pour faire ce genre de choses, c'est un DAM, le Digital Asset Management. C'est l'outil justement fait pour faire ce genre de choses. Des vidéos également. Ça devient aujourd'hui, vous le voyez sur Amazon, je crois qu'Amazon montrait régulièrement que si vous rajoutez une vidéo sur vos produits, vous avez un taux de conversion qui augmente de 15% en général. Même si certains dames vous promettent monts et merveilles, vont dire on sait faire également du streaming, moi, je n'ai toujours pas compris cette problématique-là. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont nettement plus performantes, qui ne font que ça, qui sont des outils hautement qualifiés pour le faire. Vous prenez un YouTube, par exemple,
ils ont une plateforme qui est fantastique, qui va vous livrer du format pour un téléphone au bon format. Il y a des applications, vous voulez regarder sur votre téléphone, vous avez encore le bon format. Ils sont disponibles partout dans le monde. Donc, il ne faut pas forcément faire des choses très, très complexes. Hein. YouTube, tout le monde connaît. Vous avez une solution idéale pour adresser ce besoin-là. Vous voyez, je ne suis pas du tout en train de vendre en fait ce que fait Stibo System. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est également d'orienter vers la bonne direction et arrêter également aussi avec le mythe souvent qu'il y a autour de cette problématique-là. Les retours expérience clients, la foire aux questions, par exemple, eh bien, très souvent, on va retrouver ces fonctionnaires sur un CMS, une solution d'e-commerce, des textes marketing à haute valeur ajoutée. On va les retrouver plutôt dans une solution de type PIM, qui est tout à fait adéquate justement pour gérer ce contenu, gérer également le contenu traduit à l'extérieur de la solution. Les avis et les témoignages, voilà, moi en tout cas, je le vois très bien sur Amazon. Je vais d'abord regarder les produits qui arrivent dans le top 10 d'Amazon quand je recherche un certain produit. Et ensuite, je regarde les critiques. S'il n'y a que 2 ou 3 étoiles, ça ne va pas aller très, très loin, par exemple. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important de l'inclure. Alors, c'est plutôt une plateforme e-commerce qui va l'adresser, ce besoin-là. Et puis, finalement, la disponibilité. Vous n'avez pas envie d'attendre non plus 3 semaines le produit. Vous n'avez pas envie d'attendre qu'il soit de nouveau en stock. Donc, ça, c'est plutôt votre ERP qui va livrer. Alors, vous voyez que déjà, il y a toute une myriade d'outils qui commencent à s'afficher pour justement adresser ce PXM. J'ai repris quelques exemples que j'ai trouvés intéressants, que j'ai croisés ces dernières semaines pour mettre en évidence des choses qui peuvent être simples. Par exemple, si vous regardez sur le site de Boulanger, je ne suis pas sponsorisé par eux du tout, mais eux, en discutant avec eux, ils nous ont dit, pour nous, l'expérience client, c'est aider le client à se transposer avec ce produit, voir ce qu'il peut faire avec. Par exemple, le Turbo Boost, ici, 4,7 GHz, en général, c'est du chinois pour la plupart des gens. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien là, on va leur dire, mais attendez, si vous avez 4,7 GHz, eh bien, ça vous donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin. C'est eux qui rajoutent le contenu à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils récupèrent de leur fournisseur des données brutes sur la vitesse du processeur, sur la mémoire vive. Qu'est-ce que je fais de 16 gigaoctets? Eh bien, c'est une grande capacité de mémoire qui rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide. Ou alors qui vous aide, c'est un ordinateur pour faire du gaming. Ou alors vous êtes nettement plus rapide pour jouer en ligne. Ça, c'est la valeur business directement adressée pour le client. Et ça, c'est une grande partie de leur métier. Ils en sont extrêmement fiers, par exemple. J'ai pris un autre exemple, je le disais tout à l'heure, par exemple, le taux de conversion sur Amazon. Il suffit simplement de rajouter sur un produit une vidéo qui explique comment fonctionne le produit et automatiquement, vous voyez que le taux de conversion augmente. Tout simplement parce qu'on répond à une demande. L'expérience pour le client est aussitôt donc adressée. Et ça, ce genre de choses est fait justement avec une des solutions que nous avons chez Stibo, donc qui permet justement d'augmenter et de publier directement sur Amazon. Alors, et puis vous avez forcément ce qu'on pourrait voir également sur le contenu riche finalement. C'est également quelque chose qui est extrêmement recherché. C'est-à-dire que là, on a un exemple également d'un de nos clients qui est Philips, qui s'appelle maintenant Signify. Ils ont changé de nom. Philips ont toutes les ampoules connectées et interactives, par exemple. Donc, ils ont une communication sur le web, ils ont une communication mobile, une communication sur Facebook, sur Instagram. Eux, ils utilisent donc déjà un PIM pour stocker cette information. Ils utilisent un DAM, qui est, je crois, Adobe Experience, et ils utilisent un outil pour publier sur ces différents canaux. Donc, 3 différents outils pour le faire. Ce qu'on appellera, on le verra un petit peu plus tard, en fait, une configuration un petit peu hybride dans la manière d'adresser ce besoin-là. Alors, les outils, on en a déjà parlé un petit peu. Quels outils pour finalement notre PXM? Eh bien, vous vous souvenez du schéma de tout à l'heure avec l'expérience client. Aujourd'hui, notre client, lui, quand il est en magasin, il se navigue uniquement sur cette couche bleue ici. Maintenant, et sur celles qui sont externes, quand il va voir nos concurrents, bien sûr. Il y a une autre couche que vous, en tant que producteur de données, vous devez considérer, il y en a même 2, pardon, qui est en fait la couche d'orchestration. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vous-même le producteur de vos données ou est-ce que vous allez chercher à l'extérieur?
L'extérieur, ça veut être un fournisseur de données. Si vous êtes boulanger, par exemple, eh bien, vous allez récupérer l'information chez Microsoft, Apple et compagnie. Donc, c'est eux les fournisseurs. Il faut que vous soyez en mesure d'aller la chercher, cette information, voire même dans vos systèmes internes pour voir la disponibilité des produits, c'est votre ERP. Et finalement, la dernière couche, c'est la couche data, qui va justement être celle où on va retrouver les outils dont vous allez avoir besoin. Alors, là, on se rapproche d'une définition que j'ai vue récemment chez un de nos partenaires, que je trouve un petit peu plus vraie cette fois-ci, qui explique que finalement, le PXM, c'est une philosophie qui met en jeu pas mal d'outils. J'en ai pris que quelques-uns. Vous en avez vu que tout à l'heure, j'en ai même nommé d'autres avec des plateformes de streaming, avec des ERP et autres. C'est les plus courants, on va dire, pour avoir une bonne solution PXM. C'est-à-dire qu'on peut avoir un PIM pour les données produits. On peut avoir un CMS, justement, pour la partie web. On peut avoir un DAM pour tous les assets digitaux. On peut avoir un MDM pour avoir l'information complémentaire sur le produit et sur le client, voire même le fournisseur si on le souhaite. On peut même étendre un petit peu tout ça si on considère également la partie orchestration avec des fournisseurs de données. Donc, on peut avoir des différentes plateformes d'acquisition de données qui peuvent être des simili syndications de données, par exemple, voire des portails qui sont propres à votre société. Et puis, on peut avoir une partie publication avec la syndication des données également. Donc, tout ça, ce sont des outils en fait très différents, mais qui répondent à cette problématique. Alors, comment faire son choix ? Eh bien, j'allais dire, il y a un thème qu'on a plus souvent dans l'informatique. Ça fait très longtemps que je voulais absolument mettre une photo de cheval dans une présentation. Et voilà, best of breed. Donc, on reprend les méthodes d'élevage, on prend le meilleur à chaque fois et on continue jusqu'à avoir le summum. Alors, est-ce que vous voulez un pur sang ou une bête de trait ? Ça dépendra en fait de votre besoin. Chacun répond à une problématique différente. Je veux aller vite ou je veux avoir des charges je veux tirer des charges très élevées. Eh bien, pour les données produits, clairement, on va plutôt se orienter vers un PIM. C'est un outil spécialisé, Product Information Management. Il est fait pour ça. C'est l'outil idéal. Pour la partie assets digitaux, on va plutôt aller voir du côté du DAM. On peut avoir l'un et l'autre quelquefois dans la même solution. Pourquoi pas je veux dire, on a beaucoup de nos clients qui aujourd'hui, et je crois qu'on a un exemple ici, qui est juste où on peut avoir le PIM et le DAM ensemble, parce que les besoins du DAM sont relativement succincts. Si vous êtes dans la distribution, le retail, vous collectez les assets digitaux et vous les republiez. Vous n'êtes pas créateur. Donc finalement, un DAM relativement simple fait très très bien le job. Il ne suffit pas non plus d'aller chercher l'outil super perfectionné. Le contenu riche, très clairement, on va l'adresser avec un outil de type CMS. Ne pas confondre PIM et CMS. Très souvent, on voit des gens qui nous demandent « mais le contenu riche, je ne peux pas faire entrer dans le PIM ?» Le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien vous coupez de tous les canaux parce que le but du PIM, c'est aussi d'être agnostique en termes de publication de contenu. Si vous rentrez du HTML et autres dans un PIM, vous allez vous couper automatiquement des autres canaux qui ne veulent pas de HTML. Et finalement, les données clients, voilà, j'ai mis du MDM, mais ça peut être autre chose. Vous l'avez compris, bien connaître son client, c'est une condition sine qua non, et ça réclame également un outil adéquat. Alors, on a donc différents types d'options. On peut avoir des outils qui vous proposent de faire tout d'un seul temps, qui font du PIM, du DAM, qui font du MDM également, et qui disent également, on sait faire également du CMS. Fantastique. J'en ai vu très, très, très peu. Pourquoi pas ouais, c'est un petit peu comme le couteau suisse. Ça marche plutôt bien si vous êtes vraiment en rade quelque part, mais si vous voulez scier du bois avec, ça ne va pas fonctionner très, très longtemps. Et c'est toute la limitation du couteau suisse. C'est bien, mais très limité. Les solutions hybrides, alors, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en place. Alors, ce que j'ai ici, c'est en fait ce que j'entends par du contenu hybride. On a donc une base de données qui est ici un PIM, un master data par exemple, et puis on a finalement nos clients qui va se retrouver en bout de chaîne, qui continue forcément à acquérir de l'information sur nos différents canaux, sur la publicité en ligne, sur les sites en ligne. Et puis on a nos différents acteurs. Forcément, ça va être des gens du marketing, des agences externes, on va les appeler des producteurs de contenu, tout simplement, qui vont accéder à une plateforme. Alors, je l'ai nommé ici celle-ci, il y en a d'autres. J'ai nommé Adobe Experience tout à l'heure. Chez nous, on a également une plateforme qui s'appelle Q Content Hub, qui est justement une plateforme qui va agréger les données des différents systèmes. Alors,
Les systèmes, on en a nommé quelques-uns également, un CRM, un ERP, un asset, un content management. Toutes ces informations-là vont être stockées ici. Et justement, l'utilisateur du marketing va pouvoir aller sélectionner la bonne image avec son bon contenu, faire son contenu pour Instagram, pour Facebook, pour sa page web et la publier pour différents endroits. C'est ce que j'appellerais en fait une approche hybride, cette fois-ci pour notre PXM. Voilà, donc les chances et les risques d'une solution hybride, c'est pas péjoratif quand j'ai mis, c'est pas un âne, j'ai pas trouvé des images d'âne, c'est une mule. La mule, elle est extrêmement, c'est un animal qui est extrêmement pratique, c'est-à-dire que c'est un croisement entre un cheval et un âne. Si vous avez besoin de transporter une charge très lourde, vous pouvez prendre un cheval de trait. Le seul problème, c'est que si vous devez passer par un col à 1000 mètres d'altitude, le cheval, il ne va pas passer. Par contre, ça passera toujours. Donc là aussi, il va falloir adapter les besoins. Et une solution hybride, ça peut être justement votre mule qui va vous servir à remplir cette tâche-là. Faire attention à ne pas vous retrouver avec une licorne, le truc qui est plein de promesses, mais qui finalement n'existera jamais et qui va vous emmener dans une voie sans issue. Voilà. Alors, ce slide, je le trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est également, il y a beaucoup de contenu sur et c'est en fait un retour d'expérience client également qui expliquait que pour lui, un grand client de la distribution, qui explique que pour lui, son expérience produit, elle est répartie sur différents systèmes dans son entreprise. Ça peut être dans un PLM, un ERP, un MDM, un DAM et ainsi de suite, mais que très clairement, sa priorité à lui, pour reprendre la stratégie qu'on avait élaborée tout à l'heure, c'est cibler les canaux qui sont importants pour adresser ce besoin-là. Et bien, son besoin, c'est très clairement du Product Master Data Management, du MDM produit, un PLM et un PIM. Ces trois outils-là, aujourd'hui, c'est ce qui va lui servir justement à adresser tous ces différents canaux qui sont en haut. Donc, entre le moment où il récupère ces données de ces différents fournisseurs, le moment où il l'enrichit, qu'il la traite et le moment où il la publie, ce sont ces trois outils-là qui sont aujourd'hui sa top priorité pour adresser son besoin de PXM. Oui. Comment? Bien sûr, bien sûr. Non, parce que tout simplement, ils ont ici autant de PIM qu'ils ont d'entités. C'est une grande entreprise internationale. Et clairement, leur objectif, c'est remplacer aussi tout ou partie de ce PIM qui est ici par une solution beaucoup plus globale. Alors, de fournisseurs, de RP, de data pool, ils ont en tout au moins une trentaine de sources différentes. Donc, c'est pour ça que le MDM, il apporte cet aspect consolidation de données qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans le PIM. Mais le PIM reste encore important parce que le PIM, il va continuer à adresser certains canaux très spécifiques. Donc, encore une fois, ce n'est pas un produit magique qui va tout faire, mais il va toujours y avoir des briques très spécifiques à ce besoin-là. Alors, pour finir, quels sont les critères de succès et surtout les conseils qu'on peut prodiguer dans un premier temps, sur un projet PXM, il faut bien identifier les utilisateurs. Qui va utiliser et qui maîtrise aujourd'hui ce type d'information dans votre entreprise? Le teamwork, c'est-à-dire qu'un projet fonctionne, mais ça fonctionne aussi pour tout type de projet, il faut que les gens soient impliqués. Ça, c'est important. Si vous en mettez un de côté, il ne va pas arrêter de rouspéter, de dire que ça fonctionnera jamais ce que vous êtes en train de faire. Cartographier les usages des besoins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier un cas d'usage quelque part, parce que c'est souvent ensuite handicapant, et puis ça va également, vous risquez ensuite d'avoir des rejets au niveau de vos utilisateurs. Lister les fonctionnalités nécessaires, ça paraît également évident, il ne faut pas perdre en fonctionnalité, absolument pas. Spécifier le stack technologique existant et futur. Le PXM, il ne va pas remplacer tout d'un seul coup. Loin de là. Ce n'est pas un outil non plus. C'est plutôt une philosophie, une approche. Donc, il va bien falloir comprendre où sont stockées aujourd'hui ces informations. Est-ce que vous avez éventuellement des points à améliorer quelque part?
Donc, il y aura certainement des solutions à décommissionner, potentiellement, mais il y en a d'autres qui vont rester. Il n'est pas question de remplacer l'ERP, absolument pas. Former également les gens, hein. C'est très, très important que vous soyez autonome sur ce type de solution-là. Si vous voulez fonctionner en mode offshore avec des sociétés externes, ça peut fonctionner, mais c'est risqué. Déployer par étapes, encore une fois, hein, Rome, ce n'est pas fait en une seule journée, donc n'hésitez pas à faire des lots, à bien cibler quelles sont les étapes importantes, les canaux importants à traiter, le type d'information dont vous allez avoir besoin très rapidement. Et puis également, penser au support et à la maintenance. Je parlais tout à l'heure du mode offshore, par exemple. Il faut bien comprendre que c'est des solutions qui vont perdurer. La durée de vie d'un PIM est très proche, par exemple, d'un ERP. En moyenne, c'est 8 à 10 ans dans une société. Ce n'est pas comme une solution e-commerce qu'on va changer tous les 2 ou 3 ans. Une page web qu'on va réactualiser tous les 1 ou 2 ans, par exemple. Voilà, donc si je devais résumer ça en une phrase, eh bien pour moi, le PXM, c'est surtout avoir le bon contenu adressé à la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour déclencher l'achat. Voilà, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas avoir en disant « j'ai acheté une solution PXM ». Non. Essayez plutôt d'appliquer les bonnes pratiques et la bonne stratégie. Une question? Ouais, la connaissance client, ça c'est intéressant. Je parlais du coup des outils, il y a le MDM client, je connais c'est client et contact. C'est quoi le positionnement d'un MDM client vis-à-vis d'un CRM? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que je sais que dans le CRM, il y a comme une brique sales. Ouais. Et quelqu'un qui a un CRM, est-ce qu'il aura besoin d'un MDM client ou pas? Potentiellement, c'est-à-dire que ça dépendra vraiment de l'architecture de cette société. La grosse différence entre un MDM et un CRM, c'est la partie qualité que n'a pas le CRM. Un MDM est en mesure de collecter des informations d'un CRM, d'un ERP, d'un Salesforce qui traîne par-ci, par-là. Si on a 2 ou 3 systèmes applicatifs qui ont l'information client, par exemple, le MDM va pouvoir consolider toutes ces données dans une seule et unique vision de ce client. Le CRM, il ne saura pas faire. C'est pour ça qu'on a très souvent beaucoup de doublons et de duplicata dans un CRM, ce que l'on n'a pas dans un MDM. C'est la même chose. Voilà. Le CXP est très, très fort, par exemple, pour pousser l'information du début jusqu'à la fin, entre le moment où on collecte de l'information jusqu'au moment où on va pousser, par exemple, une newsletter à un client. Par contre, lui aussi, il va lui manquer l'abri de qualité qu'apporte le MDM. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu.